comme ça, hein, qui fait 50. Ben, devant, on fait ce qu'on appelle de la correction thermique. On met un mélange terre-lin. Comme le lin il est à 0,047, ça abaisse la conductibilité de la terre et ça fait ce qu'on appelle une correction thermique et ça suffit pour finir d'isoler la maison sur 8 cm. Le coût d'un isolant terre-lin, c'est, j'avais fait le calcul, je crois que ça doit être 20 centimes du mètre carré, chose comme ça. Parce qu'il faut mettre un peu de lin. Voilà. En fait, ce qu'il faut aussi quand tu dis ça, c'est qu'il faut comprendre que quand on veut multiplier les couches dans une barre, il faut toujours qu'il y ait une continuité des matériaux. Donc si par exemple on a un banc du ciment qu'on n'enlève pas, je ne sais pas pourquoi, mais disons qu'on ne l'enlève pas, on veut faire un enduit chaud au final. Il faut d'abord faire un enduit chaud ciment, ce qu'on appelle un enduit bâtard, et ensuite faire un enduit à la chaux. C'est pareil pour un mur en terre, si on met un matériau qui n'a rien à voir dessus, ça risque d'être compliqué. Il vaut mieux faire une transition avec un terre-lin. Et ce qu'on pourrait parler du coup, c'est confort d'été, confort d'hiver avec les matériaux de sourcelle. C'est une notion qu'on n'a pas forcément en tête. Parce que donc, quand on parle d'isolant pétrochimique, laine de verre, polystyrène, polyuréthane, les roches, en fait, c'est des matériaux qui, avec la conductivité, vont être hyper performants quand on regarde le chiffre. Et par contre, par rapport à la réaction à l'humidité et plein d'autres choses, ils sont assez catastrophiques. Ils sont très isolants en hiver. Par contre, en été, ce dont on a besoin dans un bâtiment pour garder la fraîcheur, c'est l'inertie et le déphasage thermique. Moi, dans ma formation d'ingé, j'ai jamais eu cette notion-là et je l'ai découvert quand je suis arrivée en stage dans un bureau d'études environnement. Même pas. Et je pense que j'en aurais parlé à un des profs, il m'aurait rien répondu du tout. C'est vrai. Vraiment. C'est un jeu bâtiment. Hein. Donc, quand on est sur une laine biosourcée, on a un déphasage thermique qui est à peu près de 10 à 12 heures par rapport à un isolant pétrole qui va être à peu près d'1 heure. Donc quand on a un soleil qui tape sur un bâtiment vers midi, en fait la chaleur qui se répercute à l'intérieur du bâti, elle est répercutée 10 à 12 heures plus tard, donc la nuit. Et la nuit, les températures diminuent, on peut aérer en ouvrant les fenêtres, et du coup on évacue la chaleur si jamais il y a trop de chaleur dans le bâtiment. Donc quand on a des laines de verre, en fait, nos bâtiments sont en surchauffe l'été, quand on a des canicules et des périodes chaudes super longtemps, on ne peut pas du tout gérer ça. Et les matériaux biosourcés, tous, la terre aussi, régule pas mal, ont cet avantage-là. Et moi je pense que c'est un enjeu en plus aujourd'hui. Enfin, la chaleur, ça va être un des trucs à gérer à court terme. Et ça, il faut s'en soucier maintenant. Il n'y a pas que la pierre qui isole chaud en été, quoi. On est conscient qu'une maison en paille, elle dépasse rarement les 25 degrés en intérieur. Une paille solaire 32, ça marche bien. Après, On sait faire de la climatisation naturelle sans énergie. sur les éphasages, par contre, pour les novices, je pense. Alors pour la climatisation Excusez-moi naturelle, parce que mon langage. Non, mais les 10-12 heures, vu que c'est juste qu'il y a une épaisseur à respecter. Oui, ça dépend de Parce que, l'épaisseur. ouais, non, mais c'est parce qu'après, tu rencontres des gens qui disent ouais, j'ai mis 60 mm de laine. Là, ça marche pas. Mais ça colle pas. Une botte de paille, c'est 37 cm d'épaisseur. Donc forcément, là, on a un R qui est une résistance thermique qui est double en fait par rapport à une isolation conventionnelle qui respecterait les normes. Ça va aller trop. Alors, il va falloir expliquer un petit peu plus le déphasage, le R, savoir l'histoire du le soleil la journée qui retransmet l'hiver, enfin Puis le déphasage, c'est super compliqué à comprendre. Je suis perdu moi aussi. Parce que les gens, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre, par exemple, on parle que du R, et on parlait de la laine de verre. La laine de verre, elle a, on va dire, je sais pas, un R2,6. Et en fait, c'est vrai que les gens, on a toujours du mal à comprendre qu'elle retient la chaleur à l'intérieur, mais qu'elle ne retient pas le froid, la chaleur de l'extérieur pour rentrer. donc, par exemple, pour en finir avec la laine de verre, la laine de verre c'est de la silice, donc il faut des carrières de silice. C'est chauffé à 1600 degrés, effilé, et après c'est rechauffé à 500 degrés pour qu'on puisse faire des rouleaux ou des plaques. Donc, vous voyez, au niveau de bilan écologique, empreinte écologique, c'est tout simplement une catastrophe. Ouais, mais c'est vachement cool de faire de la barre avec de la roche. Bah ouais, c'est vachement cool. Tu voulais dire quoi? C'est ça. Alors, juste pour rebondir ce que tu as dit, tu as raison. J'ai fait un CAP du coup l'année dernière de constructeur au Sacre-Bois.
il y avait un gros module d'éco-construction qui m'a fait accepter cette formation par rapport à d'autres. Quand j'ai posé la question, le formateur m'a dit que de toute façon ça ne donne pas l'examen. En fait, le module d'éco-construction, je l'ai juste mis sur le papier. Et lui-même ne savait pas vraiment expliquer ce que c'était que la constrainte. Ouais, mais ça prouve que du coup ça attire. Ça fait rien. Premier point. Oui, non. T'as bien au déphasage. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui va faire des études d'architecture ou des études Bâtiment. d'ingénierie ou un truc, qui n'est pas au courant de ces notions-là, bon, c'est grave. Mais quelqu'un qui rentre dans le bâtiment, qui veut changer les choses, etc., qui lui-même va être au premier plan et va lui-même faire ces opérations-là qu'il ne savent même pas, qui n'en ait même pas de notion, pour moi, c'est encore plus grave. C'est un peu l'image de. Ouais, Parce mais qu'il y a les écoles, c'est pour ça qu'il y a des choses comme ça. Combien il y a d'ingénieurs pour mettre qui vont faire taper? Ah bah c'est clair. Non, mais regarde, les setups, ça c'est comme le déphasage, ces études Non, dedans. tu appuies sur non. D'où l'intérêt, c'est Je gère. justement On va avancer un petit peu parce que je proposais qu'on parle un peu de la climatisation naturelle. Donc, la climatisation naturelle, elle est possible. Il y a plusieurs. Elle s'appelle transpiration. Et ben c'est sur le même système en fait. Hein. Donc il y en a, moi j'en connais 3 ou 4 je crois. Donc il y a le puits canadien inversé, il y a le puits provençal et il y a la tour avant. Ces systèmes-là, pour la tour avant, c'est connu depuis 8000 ans à peu près. La tour avant en fait c'est une tour dans laquelle on installe des barres de bois, dans laquelle on coince des poteries qui ne sont pas étanches, dans laquelle on met de l'eau. L'eau, elle perle sur le pourtour de la poterie. Alors, je vais vous le faire au dessin. En gros, c'est. Si quelqu'un ne comprend pas mon dessin, il me dit. Hein. Donc, on a le terrain comme ça. Là, on a la maison. Donc, on a une tour qui est comme ça. Tac. Dessus, il y a un toit. Là, on met des barres de bois. C'est comme ça que c'était fait traditionnellement. Dans ces barres de bois, on bloque des poteries. Dans ces poteries, on met de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? L'air qui est à 40 degrés ici, elle rentre au contact des poteries et donc de l'eau, et elle vaporise l'eau. Et en vaporisant l'eau, elle lâche des calories, donc elle se refroidit. En se refroidissant, l'air s'alourdit, c'est sa densité qui augmente, mais ça, on dirait que ça s'alourdit. Elle descend, plus elle rencontre d'eau, plus elle s'alourdit. Et là, il y a un petit trou, et l'air, elle rentre dans la maison. Là, elle était à 35 degrés. Et là, elle rentre à entre 11 et 15 degrés. Ça veut dire que l'eau se réchauffe Non, l'eau, elle se vaporise. Non, Ça mais- devient de la vapeur d'eau. dans les poteries. Non. Dans les poteries, elle ne se réchauffe pas. Ah, Parce que donc il n'y a plus rien. les perles d'eau qui sont à l'extérieur de la poterie, elles sont transformées en vapeur d'eau. Donc il y a Et la besoin d'eau vapeur pour rafraîchir. Elle ressort par là. Donc il y a besoin d'eau pour rafraîchir ta maison. Voilà. Donc tu as intérêt à avoir de l'eau dans le désert à 35 degrés là, ou dans un ça, pays. Ben si, puisque ce système du tour avant, il vient entre autres d'Iran. Alors, moi j'ai rencontré quelqu'un qui avait été en Jordanie, qui a vu en Jordanie une tour avant avec de la glace au fond. Ça me paraît compliqué, mais s'il l'a vu, je ne vois pas pourquoi il m'aurait menti. Bon, après obtenir de la glace, je ne sais pas, mais avec ce système-là, en tout cas, on peut descendre. Il y a fait beaucoup de sel en Jordanie. De quoi? C'est Beaucoup peut-être de du sel sel en et de la Jordanie. glace. Bon, Je crois qu'ils confondent le sel avec la glace non plus. Ça doit rester la même couleur. Autrement, il y a le puits canadien inversé. Alors là, ça est un petit peu autrement. On prend une maison. Toujours. Vous voyez tous là c'est un peu- Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon dessin là, avec ma maison qui est là? À 50 mètres de la maison, on fait un puits qui fait 1 mètre de profondeur. On met un tuyau avec une pente de 1 cm par mètre de descente. Donc on arrive sous la maison, on est à 2 mètres de profondeur. L'air qui est à 30 degrés ici. Au contact du sol, la température du sol est toujours la même. Alors on n'est pas tous d'accord, entre 9 et 12 degrés. Elle s'alourdit, elle descend dans le tuyau. Plus elle est dans la terre, plus elle se refroidit. Donc elle arrive dans la maison à environ 11 degrés. Et comme il y a une colonne d'air qui fait que 2 mètres par rapport à une qui fait 50 mètres, il n'y a pas besoin d'extracteur, ça monte tout seul. Alors après, il y a un petit détail technique auquel il faut prêter attention, c'est que souvent, ça génère un peu d'eau.
Donc ce qu'il faut faire, c'est au fond du puits, là, faire ce qu'on appelle un puits perdu. C'est-à-dire on fait un petit peu plus profond, on met des cailloux pour que l'eau qui sera générée à cause du passage d'air, parce que dans l'air, il y a des vapeurs d'eau, elle s'écoule et elle aille dans le puits perdu pour s'évacuer dans le sol. Autrement, il y aurait le risque au bout d'un moment que ça se remplisse d'eau et que ça ne marche plus. Le système, il arrête de fonctionner entre 14 et 16-17 degrés. C'est-à-dire à cette température-là, il n'y a plus assez d'échanges thermiques pour que l'air puisse circuler tout seul. Si on veut prendre sa maison en gel, c'est un puits canadien, en fait on fait là le puits à 2 mètres de profondeur, on fait un tuyau dans l'autre sens qui arrive à 1 mètre sous la maison, et donc votre maison elle sera toujours hors gel, puisque l'air qui rentrera sera environ à 11 degrés. Ça ne peut pas chauffer une maison. Ça ne peut pas chauffer une maison. Mais pour autant, avoir une maison qui est à 11 degrés au lieu d'être à 0, ça peut être intéressant dans des pays comme le Québec, etc. En France, il y a très peu d'endroits où le puits canadien aurait un intérêt pour mettre hors gel. Pour autant, il peut avoir un intérêt pour refroidir une maison. Donc ça fait 2 systèmes. Le troisième système, c'est à peu près sur le même principe. Ils les font comment les tuyaux dans les puits canadiens? C'est plutôt quel matériau? Alors moi, je pense qu'ils mettent souvent du PVC, mais pour autant, on pourrait les faire, le matériau qui pourrait convenir le mieux, c'est de la terre cuite, ou, pour le coup, exception, des tubes en ciment. En béton. En béton de ciment, parce que le béton de ciment a une très grande conductivité thermique, et donc va transmettre la chaleur ou le froid du sol directement à l'air. Alors que le PVC, c'est quand même un matériau un peu isolant. Donc dans ce cas-là, vous voyez comme quoi je suis pas Un peu inerte. un petit peu de ciment, des fois, peu. Donc le puits provençal, il fonctionne un petit peu autrement, enfin il fonctionne sur le même principe. On met une réserve d'eau au nord, l'air chaud, elle arrive sur la réserve d'eau, puis elle rentre dans la maison. Voilà. Voilà. C'est le puits qu'on appelle ça le puits provençal. Magie, magie. Hein, c'est quoi? En fait, on met un bac à eau au nord, pour pas qu'il soit au contact du soleil. Quand l'air va arriver sur le bac à eau, il va se refroidir. On a prévu des ouvertures qui font que l'air froid va rentrer dans la maison et ça refroidit la maison. Voilà, c'est tellement bête. Hein? Non. Alors là, Tu mets le moustiquaire. L'air il passe. alors on peut parler des moustiques si tu veux. À partir du moment où tu as un bac à eau dans lequel tu as assez de place pour qu'il y ait certaines bêtes à eau qui viennent s'y installer, il n'y a pas de moustiques. Parce que la larve de moustique, elle est la base alimentaire de toutes les bestioles qui sont dans la mare. Les grenouilles, les salamandres, les tritons, certains, les trucs avec des grandes mains. Bref, en fait, le pire dans une mare, la terreur de toutes les bestioles dans la mare, c'est la larve de libellule. Ça bouffe tout. Donc en fait, à partir du moment où on commence à avoir une mare équilibrée, qui est assez grande pour recevoir ce type d'animaux, assez grande, c'est 2 mètres carrés. Il y a équilibrage qui va se faire et les moustiques qui se font dévorer. Parce que c'est la base alimentaire de tous les animaux. Moi, chez moi, j'ai une petite mare parce que je voulais que les tritons et les salamandres puissent voilà. Ça s'est équilibré en 2 ans. Aujourd'hui, au printemps, il n'y a pas une larve de moustique visible. Il doit y en avoir quelques-unes, mais dedans, j'ai 3 sortes de tritons. J'ai les salamandres qui viennent se reproduire. J'ai des libellules. Enfin, ça bouffe tout. Par contre, il ne faut pas de poisson. Parce que autrement, c'est le poisson qui va tout bouffer. Donc, pas de poisson. Des questions? Alors, on n'a pas encore parlé de... Hein? Ah oui, du solaire. Pour ce qui est du solaire, la base, c'est que le spectre lumineux, ça va des infrarouges aux ultraviolets. D'accord? Quand un rayon solaire, un photon, percute une surface noire, la totalité du spectre lumineux, à part un peu les ultraviolets, est absorbée par la surface noire et convertie en énergie calorifique. Donc un panneau solaire thermique, ça marche comme ça. C'est-à-dire on met une surface noire, la lumière percute cette surface noire et chauffe la surface noire.
nous en Bretagne, on a beaucoup d'ardoises. En été, la température d'une ardoise, c'est 70 degrés. Donc les Bretons qui sont un petit peu, voilà, ah c'est chaud. Ah bah, alors si on récupère la chaleur qui est sous les ardoises, on peut peut-être chauffer une maison. Donc ils ont inventé un truc qui s'appelle le panneau solaire breton. Pour ceux qui sont en maîtrise de l'arme. Voilà. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Alors on peut rajouter quelque chose, c'est que les infrarouges, eux, ils risquent de repartir. Donc on met une vitre et par rebond, les infrarouges ne savent pas traverser le verre, très peu. En mettant une vitre, on empêche la surface noire de se refroidir à l'air et en plus on capte la totalité du spectre puisqu'on capte les infrarouges. Moi chez moi j'ai un mur trombe, il fait 16 mètres carrés. Quand il fait beau, ça représente 9000 watts. Ouais, mais du coup, le verre, c'est du sable. Alors, oui, comme quoi dans certains cas. Sauf s'il est recyclé de ta bière que tu as jetée là. Non, mais je suis d'accord. Il y a un moment aussi où faut faire la part des choses. Moi, il y a des fois des gens qui me disent ouais, t'es écolo, t'es décroissant, mais t'es un ordinateur. Alors, quand je suis un petit peu fatigué, je leur dis écoute, je fais le quart de la moitié de ce que je fais, puis après on en discute. Parce que mon empreinte écologique est en dessous de 1 dans ma maison. Donc je ne suis pas forcément le meilleur exemple, mais si on arrivait tous à 1, ce serait déjà pas mal. Donc bien sûr, on utilise du verre, mais c'est plus de la laine de verre, c'est plus les mêmes proportions. Et ça peut être de la récup. Moi, le panneau de verre, c'est de la récup, le changement de vitre d'office HLM. Bon, le verre, c'est pas infini. Hein. Si vous allez dans des vieux châteaux, vous verrez le bas des vitres en verre, il est plus épais. Au bout d'un moment, le verre, il coule. Mais il faut 200, 300 ans. Puis l'autre intérêt, c'est que le verre, pour le coup, c'est un matériau qui est recyclable. C'est-à-dire, avec du verre, on peut fabriquer du verre. Donc, c'est à la différence de certains matériaux à base de pétrole, avec du polystyrène, on ne peut pas fabriquer du polystyrène, c'est pas possible. Quand le polystyrène est détruit, c'est des gaz, c'est des choses comme ça, et on ne peut pas refaire. Ok. Bon, on n'a pas évoqué l'utilisation, la consommation d'eau, on n'a pas évoqué l'épuration d'eau, on n'a pas évoqué plein de choses, hein, il en manque. Hein. Mais il y a peut-être des questions. Alors, est-ce que certains ont des questions? Même par rapport à des techniques précises, même par rapport à l'incapacité dans laquelle on se croit de ne pas mettre en œuvre toutes ces choses. Un peu à part peut-être, mais sur l'acceptabilité en fait, de ce type d'habitat en fait, par les municipalités, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des fois, je sais pas, de la construire refusée Alors, en France, il y a plein de lois. Quand j'étais en archi, il y a notre prof de droit qui nous a commencé notre cours, il a dit je vais vous apprendre comment détourner la loi. Donc j'ai bien entendu ça, et il nous a expliqué, plus une loi est générale, plus elle est difficile à contourner, plus elle est précise, plus elle est facile à contourner. Ça demande un petit peu de savoir et d'habitude par rapport à ça. La première chose, c'est qu'une municipalité ne peut pas t'imposer de matériaux. Elle n'a pas le droit. D'accord? Donc si tu veux construire en terre, elle ne peut pas te l'interdire. Ça, c'est la première chose. La chose qu'elle peut t'obliger à faire, c'est de respecter des proportions, des pentes de toit, des couleurs. Et encore. Et des formes, non? Alors, des formes jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a les DTU, documents techniques unifiés, mais il y a une réglementation qui est opposable à tous les DTU. Ça s'appelle les règles de l'art. C'est-à-dire, si tu arrives à prouver qu'une technique plus ancienne peut supplanter ou remplacer une technique avec un DTU, on ne peut pas t'interdire de la faire. Parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'on obligerait la rénovation des bâtiments de France et des bâtiments classés à utiliser des matériaux dits modernes. Parce que moi, je pense que les matériaux modernes, c'est la terre, c'est le lin, c'est la paille. Ça, c'est de la vraie modernité. D'accord? Alors, bien sûr, ça demande des fois à être un peu raide avec les gens qui te parlent, ou à te friter un petit peu. Mais c'est un jeu assez français, donc on s'en débrouille. Moi, par exemple, il y a une fois où j'ai un client qui a basculé dans le toilette sèche. Dans une maison. Ouais. Il avait un toilette à eau, et puis en fait, il voulait une phytoépuration. Il avait une maison,
vous allez mettre une phytoépuration toute eau. En France, il y a un truc un peu spécial pour ce cas-là, c'est que c'est une entreprise qui a le monopole des phytoépurations toutes eau. Et donc, il lui proposait une phytoépuration de 140 mètres carrés avec une pompe de relevage. Moi, il me contacte juste à ce moment-là pour d'autres raisons. Et puis il me dit, tiens, est-ce que tu peux regarder ça? Je viens avec ma lunette, je regarde où ils veulent implanter leur machin. Puis je leur dis, à 1600 € la pompe de relevage, c'est des gros salopards parce que par gravité, il y a largement la place pour ne pas mettre de pompe de relevage. Donc il interroge Aquatiris, puis Aquatiris il traîne plusieurs mois. Puis pendant ce temps-là, on se voit pour son projet, puis moi je lui évoque la possibilité de passer en toilette sèche. Dans une maison, la pollution amenée par les toilettes à eau, c'est 80% de la pollution de l'eau. Pourquoi? Parce que nos excréments ont besoin de bactéries aériennes pour être décomposés. Donc comme dans l'eau, il n'y en a pas, il faut des surfaces beaucoup plus grandes, et puis c'est beaucoup plus compliqué de traiter nos excréments. Si jamais on apporte des matières carbonées à nos déjections, elles se décomposent, elles se compostent. Très très facilement. Donc lui, il a décidé de passer en toilette sèche. À partir du moment où il passait en toilette sèche, il n'était plus obligé de passer par Aquatiris, et il passait de 140 mètres carrés à 18 mètres carrés de phytoépuration. Donc ça veut dire 18 mètres carrés de surface de plantes, roseaux, plantes d'eau, pour traiter les eaux du bâtiment, Voilà. les eaux sales. Donc moi, je lui ai dit, en plus, on va aménager ces bacs pour que ça fasse un truc sympa dans ton jardin. Voilà, que ça fasse une zone avec des plantes à eau, que ça soit vraiment sympa. Là-dessus, c'est moi qui ai fait les travaux, hein, avec la pelle, installer les bacs et tout. Hein. Il y a le gars du SPONC, c'est-à-dire du syndicat des eaux, qui arrive. Il me dit, oui, vous n'avez pas le droit, c'est Aquatiris. Je lui dis, mais monsieur, il n'y a pas de toilette à eau là-dedans. Donc non, c'est pas Aquatiris, vous avez qu'à regarder. Je lui donne la référence de l'association spécialisée là-dedans. Il me dit, mais ça ne se passera pas comme ça, je viendrai contrôler. Je lui dis, ben, venez contrôler quand ce sera terminé, mais amenez 2 fioles. Une fiole pour contrôler mon client, puis une pour contrôler la station d'épuration de la commune. Puisque vous n'êtes pas ricochet payé par eux pour venir me contrôler. Moi, je vous demande de les contrôler eux. Je savais déjà que la station d'épuration, elle était faite pour 1600 habitants, il y en avait 1800. Donc on doit dire qu'ils étaient dans les choux. Le gars, il a hurlé, il m'a dit, je reviendrai. C'était il y a 5 ans. Il n'est pas revenu. Et dans le dernier bassin, puisqu'en général, on met un bassin où il y a de l'eau liquide, hein, ben, est venu s'installer les tritons. Il faut savoir que les tritons, ils ont besoin d'une eau nickel pour s'installer, sinon ils ne viennent pas. Donc, quasiment l'eau de fin de cycle, de circuit, elle était quasiment buvable en fait. Puisqu'il n'y avait pas de déjection humaine dedans. Alors, le toilette sèche, hein, la transformation la plus rapide en compost du toilette sèche, c'est 1 mois. Pour en arriver là, en fait, il faut mettre en pré-compostage de la paille de céréales. C'est-à-dire, on prend de la paille de céréales, on met de l'eau dessus, elle pré-composte, on vide son seau d'offrande à la nature, on met la paille en pré-compostage et 1 mois après, il n'y a plus rien. C'est transformé en espèce de terre marron avec un petit peu de paillettes dedans. Et moi, chez moi, j'utilise ça pour fertiliser mes tomates. J'ai eu de la chance, je ne suis pas malade. Et ça fait 18 ans que je fais ça. Voilà pour la petite histoire pour les toilettes. Alors, l'autre petite histoire, c'est qu'une famille de 4 à 5 personnes, elle consomme 35 à 40 mètres cubes d'eau pour faire pipi et caca dedans. À combien est le mètre cube là sur le planning? Imaginez que vous ayez plus cette eau-là à payer. Admettons que ça représente 200 € par mois. Vous voyez ce que vous gagnez en une journée, combien de jours ça vous fait de travail par mois. Alors après, vous avez deux solutions, c'est 200 €. Soit vous les mettez dans autre chose, pour vous acheter des trucs pas vachement utiles, soit vous arrêtez de travailler ce temps et vous le donnez à vous-même et à vos amis, à vos enfants, à votre jardin. Si vous le donnez à votre jardin, vous augmentez votre autonomie en légumes, donc vous économisez encore de l'argent, donc vous économisez du temps de travail pour gagner de l'argent, et c'est un cercle vertueux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je travaille environ 5-6 jours par mois.
pour gagner de l'argent. Bon, ma voiture à 28 ans, je m'en fous, de toute façon. 28. Ouais, elle a 28 ans. Toi, t'étais pas né, moi j'avais quelques mois. Ouais, c'est une américaine la qui question, a. bon, comment tu t'appelles Charlotte demande, pour moi, c'est parti de quoi? À votre avis? C'était pas la naissance. Non, c'était pas la naissance. Moi, s'en fout, parce que j'ai eu un C'était le parcours. divorce. Hein C'était le divorce, hein, c'était pas la naissance. Le choc psychologique. C'est une femme. J'ai rencontré une femme qui mangeait macrobiotique. Et puis, je me suis mis à manger comme elle. Puis à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi je ne me mettrais pas en cohérence dans mon boulot? Comment? C'est quoi macrobiotique? C'est une technique de nourriture japonaise qui équilibre les aliments yin et yang. C'est un peu compliqué. J'ai abandonné depuis parce que c'est très raide. Mais bon, ça m'a fait il y a 20 ans, faire une formation dans l'habitat écologique. J'avais une petite fibre restauration du patrimoine, parce que dans mes premières années d'archi, j'ai travaillé sur un château du XIe siècle, puis sur une tour du XVIIe, et sur un monastère, enfin de la Réno. Alors on avait des chantiers d'insertion en fait. J'avais un peu cette fibre-là, mais pas écolo. Franchement, si vous connaissiez ma vie, vous diriez, c'est pas possible, ce mec-là, il a fait ça avant. Non, je n'étais pas du tout écolo. Depuis, moi je me situe comme écolo décroissant anarchiste. Voilà. Et j'essaie d'assumer, l'anarchie c'est aussi être libre d'assumer ses choix. Et ça m'est arrivé 2-3 fois de faire des erreurs sur des chantiers et de refaire le travail qui a été raté ou mal fait. Et quel est l'intérêt pour un anarchiste d'essayer de convaincre les autres alors? Là, j'essaie pas de vous convaincre, j'essaie de vous dire que ça existe. Après, vous ferez bien ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour asséner, dire c'est comme ça qu'il faut que vous viviez. Je vous dis, voilà, la situation, on n'a pas parlé de la situation climatique, mais on pourrait parce que j'ai quelques connaissances dans le domaine. Voilà la situation, voilà ce vers quoi on va, voilà la société qu'on a. Est-ce qu'il existe des moyens de faire autrement? Moi, je vous dis que oui, en tout cas dans mon domaine de l'architecture puis dans d'autres. Et si vous me dites, ça m'intéresse, comme toi tout à l'heure pour la climatisation, je dis, voilà, tu peux climatiser gratuitement ta maison. Après, tu ne le feras pas. Moi, si tu le fais et que tu as besoin de quelqu'un pour le faire, je t'enverrai vers Lucille parce que je n'habite pas ici, et puis elle sait le faire. Et puis dans ma philosophie de bas étage, moi j'ai tendance, c'est surtout pour faire perdurer les connaissances et les transmettre. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, tellement, enfin moi je suis toujours là-dessus, tellement on consomme, tellement machin, en fait on perd de la connaissance, on ne se rend pas compte, mais c'est qu'aujourd'hui on perd vachement de savoir. Donc on y va sur piser sur de la pierre ce qui nous explique. Voilà, si on est un petit peu attentif, un petit peu vigilant, en fait on perdra pas ce savoir. Après on en fait ce qu'on en veut, on aime, on n'aime pas, on est convaincu, on n'est pas convaincu, on préfère pas. Chacun, mais par contre, ce qui serait dommage c'est de le perdre. Tu vois, ma philosophie, elle va jusqu'à prendre ce genre de téléphone au lieu de prendre un smartphone. Ça coûte 49 €. Puis moi, en plus, je suis dyslexique, dysorthographique. Si j'ai un smartphone avec les images, je vais en crever. Je ne veux pas que je touche à ça, je vais tout le temps dessus. Donc je le soigne aussi, et puis ça ne me coûte rien. En plus, ça tient 5 jours de batterie. Un smartphone, c'est quoi? Une journée? Je pense qu'il y a une... Oui. Après, juste une question par rapport à tout ça, parce que pour moi, c'est assez abstrait tout ça, parce que c'est des bonnes idées, mais je déteste refaire ma maison moi-même et tout, parce que c'est pas du tout mon délire. Juste en termes de coût, est-ce que c'est pas ça aussi une des raisons pour lesquelles on a du mal à aller et que les clients ont du mal à venir? Et est-ce que c'est pas dû à ça, alors que finalement, on parle de terre? La terre, elle est là, elle est sur le terrain que le client a acheté. Et pourquoi les coûts sont apparemment si élevés, ou est-ce qu'ils sont aussi élevés? Alors, dans l'architecture écologique, il y a deux grandes familles pour moi. Il y a l'architecture écologique Bobo, où on prend des trucs hyper chers. J'ai fait une fois une maison architecture Bobo, 2800 € du mètre carré. C'est très cher, mais les clients étaient bourrés de pognon et ils voulaient le top du top. Franchement, j'ai eu grand plaisir à le faire au moins une fois dans ma vie. Genre, ils ont acheté un poêle de masse à 17 000 €. Mais un truc somptueux. Genre, leur sol, c'était
des plaques de liège traitées, durcies et tout, à 180 € le mètre carré. Enfin, tout était comme ça dans la maison. Pour autant, moi j'ai fait aussi un projet à 450 € du mètre carré. Ce qui est franchement plus bas, je ne sais pas faire. Hein. Mais la maison, elle fait 60 mètres carrés. Moi, je ne sais pas, fait le calcul, elle a coûté quand même très très peu cher. Donc les deux existent. Maintenant, si toi tu ne veux pas faire ta maison, il y a plein de niveaux et de moyens qui peuvent te permettre d'avoir accès à des prix assez bas. Je pense que si on peut descendre autour de 1 000 € le mètre carré en neuf, en ayant une prestation assez élevée au niveau du résultat final. Je pense que c'est tout à fait Ce qui est possible. déjà moins cher. Ce qui est déjà beaucoup moins cher. Dans tous les cas, c'est possible d'avoir une maison écologique à un prix normal en fait. Normal. En fait, pour répondre à la question basique, c'est qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, il y a deux composants qui font le prix. Le matériau et la main-d'œuvre. En gros, le bâtiment, c'est ça. Enfin, le bâtiment, la construction, c'est main-d'œuvre, matériaux. Donc aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit tu n'as rien envie de faire, je caricature, tu as envie de boire des bières, t'amuser, faire du sport, ou bon, des fois j'ai pas envie. Donc tu fais faire, donc tu achètes la main-d'œuvre. En fait, tu achètes la moitié. Quand tu dis 50-50, la main-d'œuvre c'est peut-être à peu près 70%. C'est 50 à 70%. Si tu achètes 70% ou 60% du truc, forcément, ça te coûte. Si maintenant tu décides de le faire parce que c'est pas ce qu'il nous dit, mais c'est un peu le message qu'il nous donne et c'est ce qu'il explique, c'est qu'il fait beaucoup. Il dit je donne, mais je fais. Donc si tu fais toi, tu vas économiser sur 10%, mais tu as envie d'avoir des enfants ou tu as envie de boire la bière ou tu as envie de faire du sport. Après, c'est encore une fois un choix. Moi, il y a des fois, j'adore le sport. Il y a des fois que je fais pas, j'ai envie, je préfère aller prendre mon vélo, partir en péril, faire autre chose. Et j'achète mon temps. Mais voilà, on est dans ce. On est là-dedans. Aujourd'hui, nous, c'est bien, on achète notre temps. Non, c'est deux problèmes différents parce que acheter son temps, c'est une chose et ça n'a rien à voir avec l'écologie. Parce que j'ai fait faire par quelqu'un que je peux pas être écolo. Non, je suis d'accord avec toi. Pour autant, je suis d'accord avec lui aussi. Est-ce que ça achète ton temps ou ton Alors, je vais te donner un exemple. Il y a à peu près 10 ans, il y a un couple qui m'appelle pour faire leur projet de leur maison. C'est le fameux couple avec les enfants qui font ça. Et ils voulaient une maison un peu spéciale. Ossature bois, paille, couverture bois, cave, cuisinière à bois avec bulleur. Je pourrais tout renseigner. Bref, au niveau écologique, c'était vachement élevé. Le gars, il était chef de chaîne de montage à Citroën Rennes. Alors, attends. Quand on a commencé à discuter du projet, il m'a dit j'ai deux mains gauches, jamais je pourrais construire ma maison. Quand on a déposé le permis de construire, il m'a dit je vais me former, je vais aller sur des chantiers participatifs et je vais construire ma maison. Résultat, il a fait une maison de 280 mètres carrés. Une très grosse maison. À la fin, ils m'ont dit c'était trop grand, mais bon, c'est comme ça. Sa maison lui a coûté 160 000 €. Il a fait estimer, elle vaut 320 000. En gros, il a passé 2 ans à construire sa maison. Ça veut dire qu'en 2 ans, il a économisé 160 000 €. Tout en travaillant ou pas? Non, il ne travaillait plus. Il travaillait plus, il a fait que ça pendant Il a 2 ans. fait que ça. Ah oui. Ben, va essayer de gagner 160 000 € en 2 ans. Va essayer de gagner 160 000 € en 2 ans. Comment sur 2 ans ça C'est pas possible. Non mais les économies. Non, comment tu vis? Comment tu vis? Il n'avait pas cet argent. Il avait une femme qui était qui travaillait dans un cabinet dentaire. Mais avant, ils avaient. Non, mais il y en a qu'un qui bosse. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne peut pas construire notre maison. Ah, si t'es tout seul. Mais vous êtes en cours. Bah, dans Non. sinon tu ne peux pas construire ta maison. Non, puis en plus, alors attends, parce que on va quand même voir la totalité. À partir du moment où tu empruntes, que tu économises 160 000 €, tu n'économises pas 160 000 € en fait. Aujourd'hui, un prêt bancaire, on l'a appris aujourd'hui, parce qu'il nous a expliqué, on a vu un banquier aujourd'hui pour des raisons, il veut restaurer sa maison. Il nous a expliqué qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, quand tu empruntes 100 000, tu rembourses 130 000. D'accord? Donc, il n'a pas économisé 160 000, il a économisé 200 000. Parce que les 160 000, il aurait dû les emprunter à un taux qui aurait fallu dessus prendre C'est pas compte. qu'il les avait pas gagnés, c'est qu'il les avait. C'est faux. C'est décalé dans le temps. C'est qu'il les a pas dépensés, c'est pas pareil. Oui, mais il ne les a pas dépensés, mais s'il revend sa maison. Oui, si, alors. Non, mais après, j'entends ce qu'il dit. Oui, oui. Et je le rejoins là-dessus, parce que ça, c'est pareil. Moi, j'en vois
sur les réseaux sociaux, les mecs qui se mettent à aller sur des chèvres et tout. Les mecs, ils étaient commercial directeurs, machin, ils en avaient plein les poches et ils se font passer pour des écolos alors qu'ils en ont consommé plus qu'ils auraient pu en consommer sur toute une vie. Mais ils se mettent dans le truc, les gens ils le voient, ah, c'est trop bien, ils élèvent des chèvres, ils transforment, machin et tout. Sauf qu'à la base, en fait, s'ils n'avaient pas un bon portefeuille, ils ne l'auraient pas fait. Après, moi, et c'est pour ça que je suis venu, et c'est vrai parce que ça me tient à cœur, c'est le cas typique. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont en couple ou autre, ils veulent construire une maison, ils aimeraient bien avoir ce type de maison, et moi c'est pour ça que je suis venu pour me renseigner, c'est comment justement sur ces personnes-là, on peut leur proposer quelque chose, clé en main, alors on a parlé que de la terre, mais bon je connais un peu Guillaume, je sais qu'il fait de la paille, il n'y a pas de concept, aujourd'hui sur Clermont on a fait un lycée de ouf, malheureusement c'est un gros groupe qui l'a pris, ça me fait bien chier. Mais c'est justement sur ce cas-là, est-ce qu'on peut arriver à sortir une maison? Parce que moi j'en ai jamais fait une maison en terre, enfin j'ai bossé sur du pisé et tout, c'est qu'on sait le réparer. Je connais j'ai des collègues qui travaillent au Greta à Ambert, qui le travaillent. Mais est-ce qu'on peut arriver à sortir une maison sur des proportions raisonnables, clé en main à des gens comme ça? Oui. Si je peux répondre? Oui. Mais en fait, moi, en ce moment, j'ai plus d'une demande par semaine de maison paille clé en main, de 100 mètres carrés, où les gens ils sont encore en train de chercher leur terrain. Donc, ils sont au tout début, aux prémices de leur projet, et ils voudraient avoir une connaissance des coûts d'une maison paille, forcément, puisque sinon ils vont les diriger vers plein de boîtes du coin conventionnelles. Donc ils se demandent quand même, est-ce que c'est possible d'avoir ce rêve de la maison écologique? Et sauf qu'en fait, on est petit, on n'a pas tous les artisans, on n'a pas de dispo sur, mais si t'enlèves tout ça, sur les 12 prochains mois. Si t'enlèves tout ça. Et en plus, on ne peut pas fournir des devis juste sans terrain et puis sans connaître leurs vrais besoins, sans s'être vu au moins une journée à discuter autour d'une table de ce qu'ils veulent vraiment. Donc en fait, c'est une approche complètement différente. Mais ce qu'il y a, c'est que parce que indirectement, si tu arrives à leur apporter ça, comme eux, c'est quelque chose qui les intéresse. Mais après, donc, moi, je pense que l'idée. Moi, je n'aime pas faire de la maison le rectangle, mais après, est-ce qu'on ne peut pas poser ce type de maison dans un autre c'est ce qui se fait déjà dans l'année. Et quelque part, d'aller aussi loin dans l'accompagnement comme vous cherchez à faire pour dire aux clients, alors réfléchissez comment vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui. Alors, autant il y en a qui vont être super réceptifs en disant ça, c'est bien, on va travailler avec lui, et juste parce que tu as posé cette question et tu fais raisonner en disant qu'est-ce que tu veux dans ta maison et tout ça. Mais il y en a d'autres qui attendent une chose et tu leur dis voilà cette maison, et est-ce que c'est quand même pas faire un pas en avant aussi de pouvoir proposer à ces gens-là une petite maison rectangulaire où c'est qu'ils vont se sentir bien parce que eux ils ont juste besoin de ça. J'ai la réponse. C'est les deux suites à donner à l'éco-construction. Il y a l'éco-construction humaine, où ça va être du sur-mesure, où on va être sur des matériaux choisis comme ça et on va construire le projet sur la durée et on va faire quelque chose de qualité. Et aussi de qualité, ça va être l'éco-construction à grande échelle pour dynamiser la filière et développer ça à fond pour toutes les familles et tous les couples ou n'importe quelle personne. Et c'est ce qui commence à se faire dans l'Allier, déjà depuis le jardin que tu connais aussi. On fait de la préfabrication de murs ossature bois à paille. Et là, on peut débiter du linéaire et demander 4 mètres de mur, enfin donner après installer directement sur site. Et ça peut fonctionner. Mais il faut aussi se rendre compte que les gros groupes, ils vont s'emparer tout de suite parce qu'ils se rendent compte dès maintenant du potentiel que ça représente. Et donc les gros groupes vont répondre à cette demande aussi. Dans l'Allier, la personne qui a fait ça, je l'ai rencontré, il a une fille, c'est un architecte. Je ne sais pas si tu le connais. Qui ça? Tu parlais des murs qui dans l'Allier. Activody. C'est Activody. Peut-être. En fait, c'est un archi à la base. C'est un archi, il a une fille. Et moi, je l'ai reçue dans l'entreprise, elle était prête à venir avec nous et c'est elle qui m'a donné la prémisse. Après, le problème de système comme ça, pour moi, c'est super bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on en revient encore à un autre point, c'est l'argent. Et que du coup, des systèmes qui sont super bien, qui sont profités, plutôt que de les garder, ça va partir au niveau industriel et puis ça va être des groupes comme FH qui vont partir. Ça va être comme Isonat. Aujourd'hui, Isonat, c'était parti d'un bon process de fabrication. Et aujourd'hui, Isonat, c'est tout ce qui est laine de bois.
Et aujourd'hui, c'est qui les a rachetés? C'est Saint-Gobain et Soprema. Après, ce qu'on est en train de développer là, à Saint-Beauzire, avec vous, c'est de la préfabrication de mur paille, mais on ne peut pas faire ça à 100%, parce qu'au final, on perd complètement, plein d'autres dimensions de projet. Tu perds le fil de l'idée de base. Donc après, c'est pas donner à tout le monde faire mais ça. je pense qu'il y a un juste milieu, parce que c'est quand même intéressant des personnes qui ont quand même cette fibre et de pouvoir leur apporter ça. Je dis pas moi je sais que perso, je ferais pas un démarchage en disant on est les meilleurs constructeurs paille, il faut faire que de la paille. Mais par contre, les gens de répondre à la demande. Qui se rapprochent de nous en disant nous on aimerait bien avoir un petit truc, au lieu d'avoir un petit pavillon tradi en parpaing, béton dans tous les sens et de la laine de verre, on aimerait bien avoir peut-être des murs en paille. Et puis en plus on s'y sent bien. Moi maison paille ou maison bois, je trouve que l'intérieur ça n'a rien à voir. Alors, pour répondre à ta question tout à l'heure, au prix du mètre carré, si tu tapes entre 1400 et 1600, 1800 euros du mètre carré, tu peux avoir une maison écolo. Tu feras rien, elle te coûtera 30% plus cher que ce que tu feras un prêt, il faut que tu en prennes conscience, c'est tout. Mais c'est tout. Après, si tu vas au prix, tu auras du mal à. Alors voilà, aujourd'hui, en gros, monsieur, il a de l'expérience, il a les prix. Moi, j'ai toute une bibliothèque de prix parce que c'était plus mon métier. Donc, les prix qui balancent, je peux pas balancer tout plein. Moi, il parle du DTU, et voilà, sans prétention, c'est dans ma tête. Donc, aujourd'hui, en fait, tu vas construire un 900, il a construit à 450 parce qu'il a beaucoup fait et donc il a économisé la manœuvre, c'est comme ça qu'il est tombé à 450. Donc, aujourd'hui, 900, si tu vas chercher que le prix, effectivement, tu auras du mal. Par contre, ce qu'il dit et ce qui est vrai, c'est que dans un prix raisonnable, relativement plutôt bas, on va dire à 1200, 1300, 1400, ce qui dit 1400 euros du mètre carré, tu sauras faire écolo. Après, j'ai peut-être mal répondu à la question tout à l'heure, c'est pourquoi? C'est vrai parce qu'aujourd'hui, vu qu'on perd un petit peu de savoir et qu'il faut refaire, et donc, si tu raisonnes à l'inverse de ce que je te dis, vu qu'il faut de la main-d'œuvre, ça augmente un petit peu le prix. Aujourd'hui, pourquoi ils sont les constructeurs? Parce qu'ils utilisent des produits industrialisés. Et donc, tu achètes de la gamme, donc tu achètes du parpaing, 80 centimes. Un parpaing, ça vaut 80 centimes. Aujourd'hui, si tu veux faire ta brique en terre, même si c'est toi, c'est zéro. Mais s'il faut te la faire avec un panneau, il faut la faire. Aujourd'hui, tu n'as pas l'usine qui est derrière à fabriquer la terre. Donc, pour fabriquer, c'est un coût. Donc, soit tu fais tout et tu y passes 2-3 ans, et ça coûte moins, ou soit tu fais un peu faire de ta pièce d'épaule, tu leur achètes le barbecue, mais le barbecue, il faut le mettre aussi dans le budget. C'est-à-dire que, parce que si on va au bout du délire, c'est pas 300 000 avec le rente qui économise 100 fois plus, parce qu'il a arrêté de travailler, donc il n'a même pas consommé l'essence qu'il prenait pour aller au boulot. Donc tu peux délirer encore un peu plus. C'est un cercle hyper vertueux. Maintenant, ça pose un souci. Par exemple, moi, je suis un souci. D'accord? Comme je fais de la décroissance, je ne l'applique qu'à moi-même. Au printemps, à l'automne dernier, j'ai refusé 2 projets de maison. Parce que je n'avais pas envie de les faire, parce que je n'avais pas le temps. Il y en a un des deux, c'était l'écologie bobo, j'avais pas envie. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de travailler 4 semaines par mois. J'ai plus envie de ça. Je veux avoir le temps de venir aider une amie à Clermont-Ferrand, de me taper 9 et 9, 18 heures de bagnole. C'est mon problème. Je veux me donner ce temps-là. Parce que je sais que il est perdu en montagne. Sont très bas et que je peux me suffire très largement en vivant, franchement, très très bien de ce que j'ai. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Je dis que moi je le fais. Maintenant, le problème que moi je provoque, c'est que du coup, je fais quoi? 2 maisons par an, à peine. Je fais 2 projets de maison par an, plus 2-3 chantiers. Parce que j'ai largement assez. Si je voulais, comme le dit Lucille, franchement, je pourrais faire une maison par an. Je pourrais faire un projet de maison par mois. Je me ferais plein d'argent. Pourquoi en foutre? Pour m'acheter une voiture neuve à 25 000 balles? J'ai pas besoin. qui ont besoin de gens comme nous. Comment? On a besoin de gens comme nous pour construire. C'est pour ça que je suis venu ce soir. Il faut que les gens se forment, et il faut former les jeunes. Parce que les jeunes, ils sont perdus. De faire de la décroissance, etc. On a énormément de ressources mentales, de ressources. Oui, mais on a tous aussi d'autres métiers. Il y a qu'un mot que je dirais en fait. Comment? C'est simple et c'est de vivre simplement en fait. Parce que tu, en fait, je te tutoie, mais c'est que tu vis simplement et tu contemples des choses simples. Il n'y a pas besoin de partir dans des trucs de dingue, à changer la voiture, avoir une maison de ouf, mis à part si tu l'as fait toi-même. C'est de se contenter des choses de la vie en fait. Tu vois, par exemple, moi je déteste la mécanique.
j'ai une vieille voiture, il peut y avoir des soucis Elle a dessus. coûté cher. Non, elle me 28 ans avec. elle me C'est coûte. Volvo Non, c'est un Chrysler Voyageur. Ah, c'était ça. Mais j'ai un copain qui est un très bon mécanicien. Ouais, salut, Et bonne soirée. lui, je l'aide pour ses abeilles parce que je fais aussi des cultures. Donc on échange. Parce que ça aussi, on est dans une politique d'échange. Ouais, mais ça, tu peux pas faire avec Demain soir, je suis chez un ami vigneron dans le Jura, à qui j'ai fait un permis de construire il y a 1 an, et qui va me payer 1/3 de ce qu'il me doit en vin. Voilà. Ça y est, on a touché le truc un petit peu. Là, ça revient au troc. Il va sortir la pesetas d'or là. Non, mais après, on n'est pas du tout obligé. Bien sûr que c'est un mode de vie, bien sûr que c'est une harmonie, mais on est tous libres. Et si on a envie d'avoir une belle bagnole, Pourquoi et pas oui, Non, en mais fait, c'est pas ça. si l'éco-construction commence déjà à donner des limites, on est foutu. Enfin, il y a tellement un enjeu énorme qu'il faut pas aller remettre en question les modes de vie. Enfin, Oui, on peut pas juger sur la décroissance des autres ou pas. Non, non, mais moi, alors, par contre, alors, ok, pour autant, on va passer aux choses désagréables, parce qu'il faut le dire quand même. Moi, je suis le réchauffement climatique depuis 98. Tous les 3 ans, le GIEC, qui n'est pas un ramassis d'écolo, hein, loin s'en faut, voit toutes leurs prédictions à la hausse, et en général, ça double. D'accord? Il y a 1 an et demi, moi, je suis tombé sur un reportage fait par des chercheurs anglais au pôle Sud. Ils ont découvert qu'un courant chaud était apparu sur un ice stream. Un ice stream, c'est un glacier de terre qui est rentré dans la mer, mais il est tellement épais que son poids propre pose sur la terre. C'est-à-dire la quantité d'eau qu'il contient n'a pas d'incidence sur le niveau de la mer. Mais ils se sont aperçus qu'il y avait un courant chaud qui était apparu au pied de cet ice stream, qui fait entre 400 mètres et 1000 mètres d'épaisseur. T'entends le chiffre? Il fait la surface de l'Angleterre. S'il se disloque, et il va se disloquer, c'est 3 mètres, 2 à 3 mètres d'augmentation du niveau des mers sur toute la planète. Délai, à ton avis, combien? On est large avec tout le sac. 3 à 5 ans. Donc, 6 mois, ça c'est On est bien dans le dernier milieu là. Non, non, mais donc. Le rapport du GIEC, c'est un rapport du GIEC qui sera minoré sur. Non, non, mais donc il va se passer des choses. Moi, ce truc-là, je me suis dit, c'est une catastrophe, mais c'est peut-être une chance pour l'humanité. Parce que enfin, les humains vont voir en réel, en fait, Voilà, la porter portée pour les face. autres. Et peut-être qu'enfin on va se dire, C'est pour ta merde, maison, il y en a c'est pour marre, on va c'est pour ton leur bébé. Parce que Là, vraiment, c'est au décidé. bout du Moi, compte, je vais écouter. qu'est-ce que c'est Si ta question elle est moi, intéressante ma philosophie, sur le c'est sujet, vaut mieux le parce but que de la là, vie, c'est d'être heureux. moi je parle des glaciers. Et moi j'ai 5 enfants, j'aurais dit, soyez heureux et ne basez votre bonheur sur aucun malheur. C'est tout ce que je vous demande. Il n'y en a pas un qui fait écologie ou architecture. Ils sont tous heureux et c'est vraiment pour moi une réussite. Maintenant, ils sont pour certains un peu dans la consommation, un peu. Mais ils ont le temps, ils sont jeunes, ils vont apprendre, ils vont découvrir et puis ils vont subir les affres du réchauffement climatique, etc. Et peut-être qu'à un moment, ils vont passer à autre chose. Mais je ne vais pas leur dire non, non, faites-vous chier, devenez malheureux, faites des choses qui vous sont désagréables pour vous. Non, 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 le but de la vie, c'est d'être heureux. Maintenant, de ne pas fonder son bonheur sur le malheur d'autrui. Autrement, il y a un truc qui déconne. Puis quand bien même. Après, chacun fait comme il veut. Je ne vais pas faire un procès aux gens parce qu'ils sont, on ne va pas parler politique, mais parce qu'ils sont dans une attitude de gros abrutis qui méprisent tout le monde et qui crachent. Tant pis. Puis peut-être que grâce à leur comportement, d'autres gens vont dire je ne veux surtout pas être comme ça. Eh ben, c'est peut-être bien. Peut-être que c'est bien qu'il y ait des gros connards de temps en temps pour qu'on se dise je ne veux surtout pas être comme ça. Après, vous ferez bien ce que vous voulez. Moi, je vous dis que je suis 10 fois plus heureux qu'il y a 25 ans, alors que je gagnais beaucoup plus. Mais je bossais 95 heures par semaine, vraiment. J'avais une vie de fou. Je faisais 35 000 bornes par an en voiture et 30 000 en train. Et je croyais que c'était bien. Mais c'était quoi votre métier du coup? C'était architecte? Alors j'étais architecte, prof en école d'architecture et j'encadrais un chantier de réinsertion sur un château du XIe siècle. Ça va pas dans ma tête. Non, j'ai arrêté tout ça. Ça fait beaucoup. Non, non, mais enfin bon, plus. Aujourd'hui, on me dirait, on va te donner 5000 balles par mois pour faire un boulot, mais 5 jours par semaine, je dirais, allez vous faire voir. Je vais continuer à vivre comme je suis bien, j'ai du temps à donner aux gens qui ont besoin. Là, depuis maintenant 1 an,
J'aide une femme qui a 2 enfants, qui est au RMI, qui a acheté une maison de 8 000 € avec 3 000 m² de terrain. La maison, elle était sous un roncier. Coup de bol, ils ont monté le roncier, la charpente est encore en état. Bah, c'est l'automne dernier, j'ai été passer 3 jours pour lui apprendre à découper des ardoises, à comment on monte une toiture en ardoise. Elle a fait un tiers de sa couverture parce que de toute façon, elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas payer des professionnels. Impossible. Avec 800 balles par mois, c'était impossible, quoi. Et ben, moi, j'ai passé du temps pour elle et ça a été gratuit. Je n'ai pas fait payer rien. Oui. Je voulais rebondir sur les discussions individuelles. Et en fait, la question de la maison clé en main et la question de construire pour la masse, et en fait, il faut la relativiser vis-à-vis d'une ellipse temporelle qui est plus longue que celle qu'on vit aujourd'hui. C'est que la masse, aujourd'hui, elle achète une maison à Élan ou autre chose, d'autres constructeurs, alors que la masse, il n'y a même pas 150 ans, elle auto-construisait sa maison. Elle auto-construisait sa maison en pisé, en boche, en colombage, ou peut-être pas en colombage parce que c'est vraiment des techniques compliquées, mais je crois que le discours qui est porté là, c'est créer l'autonomie en fait, et ce que vous disiez aussi, c'est arriver à redonner de l'autonomie pour que des gens, peut-être pas qu'ils vont construire tout de suite leur première maison tout seuls, mais ils vont savoir faire un tanchi, ils vont savoir se tailler un peu de ceinture bois, faire une maison raide. Et en tout cas, ce qu'on porte, nous, à l'atelier d'architecture où je travaille, c'est créer l'autonomie pour que d'autres gens puissent sortir de ces problématiques commerciales et problématiques des gens qui possèdent et qui gardent le savoir-faire et d'autres qui en fait l'attendent et le reçoivent parce qu'ils ont la possibilité de faire un chèque. Et aujourd'hui, créer l'autonomie, c'est plus important que trouver la solution pour que la masse puisse se construire sa maison en paille. En fait, je pense que, parce qu'en fait, on est dans une utopie où l'énergie est accessible à tout le monde, tant que Poutine garde ouvert la vanne de gaz et que l'Arabie Saoudite envoie du pétrole. Mais le jour où il n'y a plus ça, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste des arbres à découper, tailler et quérir à la hache, remonter des banches en bois, parce que 99% des BTP fonctionnent avec une seringue de pétrole. En fait. Enfin, moi j'essaie de soutenir aussi cette hypothèse-là que l'autonomie est plus importante que réfléchir à comment je fais la nique à la maison Élan pour faire la maison en paille moins chère que la maison en parfum. C'est pas le dit, c'est pas possible. Le problème qu'il y a, c'est que du coup, sinon, on part toujours dans le jardin. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je pense que d'aider. Aujourd'hui, les gens, tout de suite, il faut les porter. Déjà, les. Non, mais c'est la société qui fait ça. C'est encore autre chose. Et alors, c'est pas grave de les porter, franchement. Ouais, c'est pas grave de les porter. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que, pour moi, je pense que ça peut être très long. C'est hyper frustrant de se dire. Non, mais c'est hyper frustrant. Mais c'est frustrant, mais c'est vrai. T'as des ronds, t'as 300 000 € à mettre, tu commences à t'ouvrir l'esprit, à comprendre ce qui va pas dans le système et tout, et t'as même pas l'opportunité, la possibilité de trouver un artisan qui veut bien prendre en main ton projet, parce qu'on est trop petit, parce qu'on n'est pas assez nombreux. C'est tout l'intérêt d'en discuter en fait. Oui, mais du coup, il faut bien qu'on soit plus nombreux et qu'on. Ouais, mais il faut être plus nombreux, mais qu'on réponde à tout moi, ça. de ce que j'ai compris, alors je l'ai peut-être mal entendu, mais c'est en fait, il faut pas. Enfin, il faut que les personnes en fait, ils mettent les mains dedans. En fait, c'est aujourd'hui avec l'inflation, l'OSB qui passe de 7 à 25 € le mètre carré, tu veux faire une maison de paille ou allez, tu restes dans les DTU, la maison en ossature bois, avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui, jamais tu la sors pour un gars qui travaille à l'usine, c'est impossible. Aujourd'hui, moi c'est mon but. Il accepte de vivre plus petit, il accepte de mettre un peu les mains dans la Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, on me dit qu'on ne fait pas une maison parce que c'est des bobos écolos. Et là, tu me dis qu'on ne peut pas créer une maison pour un mec qui travaille à l'usine. Si, on peut la créer, mais pas avec les normes il y a des compromis. pas avec les normes de il doit sortir des DTU, il doit sortir des règlements des Eurocodes, des DTU qui régissent la construction. Il va peut-être mettre un peu la main à la pâte,
il va peut-être devoir se former sur certaines techniques, il va devoir peut-être passer par un temps plus long que juste la maison à long qui fait 9 mois, allez, tac, en 9 mois, il y a ta maison. Et ça, c'est important parce que dans les 10 à 15 années à venir, en fait, on va être confronté à des problématiques qu'on n'a pas aidé de montée des eaux, de réchauffement climatique, de crise migratoire, parce qu'en fait, il y a la montée des eaux, peut-être que Monaco sera sous l'eau, alors on aura des monégasques qui viendront, mais sauf qu'ils ne sauront rien faire de leurs 10 doigts. Et en fait, ces trucs-là, si tu les abordes pas tout de suite avec les outils qui vont t'aider dans 10 à 15 ans, et ben, je pense que tu mets le doigt dans l'œil. Et pour moi, la réponse, c'est créer de l'autonomie. C'est pas. C'est génial, c'est hyper noble de dire je fais une maison pour 100 000 €, elle est en paille, elle est en terre, tout ce que tu veux, et le gars, il n'aura rien fait de ses doigts. Du coup, tu as toute l'économie d'un pays en fait, parce que du coup, tout le monde mais oui, mais c'est quel est le projet de société? Ouais, mais tu dis ça, mais ça c'est valable pour la construction d'une maison, très bien. Donc ce que tu dis, c'est que si je veux m'acheter une maison, si je veux faire une maison, personne à la faire moi-même. Moi, on va pas tout faire. Tout en partie. C'est-à-dire qu'il faut aussi que j'apprenne à me soigner moi-même. C'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne à nourrir moi-même, que j'aille chasser. À un moment donné, tu vois. Tu vas pas tout faire toi-même, je pense qu'on va tout faire toi-même, mais en fait, c'est le projet de société dans lequel tu te situes. Et le projet dans lequel tu te situes, c'est ni plus ni moins que celui qui est mis en place aujourd'hui. Je pense qu'on va dans le mur. Parce que jamais, depuis que l'humanité existe et depuis qu'on fait de l'architecture et qu'on fait des bâtiments, on a fonctionné à un tel niveau d'individualité et d'utilisation d'une énergie. Je veux dire, tout le monde aujourd'hui ici utilise du pétrole, du gaz, mais en fait, on ne comprend pas ce que ça veut dire. On ne sait pas qui a été là-bas pour prendre ce truc-là. On ne sait pas la technique dans laquelle ça a été transformé. On ne sait pas le moteur, en fait. Et tous ces trucs, en fait, ça t'éloigne de la réalité. Et à un moment, ça va s'arrêter, en fait. Parce que c'est obligé. Oui, ça, on est d'accord. Ou ça implose, ou alors on choisit d'arrêter. Et dans ce cas-là, ben oui, tu te passer loin. De toute façon, peut-être que tu n'apprendras pas à faire l'entièreté de ta maison. Mais si tu sais poser du parquet, tu sais faire un enduit, peut-être que tu sais remettre tes tuiles. Mais en fait, ta maison, d'un coup, tu as perdu 30 à 40 000 € le chantier et tu l'as ta maison à 100 000 €. Je voudrais dire deux choses par rapport à ça. C'est que on a parlé beaucoup de la construction de la maison, mais en fonction des choix que tu feras, tu auras aussi une maison qui coûtera beaucoup moins cher en fonctionnement. Ça, beaucoup moins cher en santé. Il y a 5 ans, il y a eu une étude qui a été faite autour du périphérique parisien où ils ont testé 10 000 logements un jour de pic de pollution parce qu'ils voulaient voir l'incidence d'un pic de pollution à l'intérieur des logements autour du périphérique. Le résultat, c'est que la pollution à l'intérieur des logements autour du périphérique était plus grande qu'à l'extérieur. Donc ils ont fait des prises de sang et ils ont regardé quelles étaient les prises d'air dans les bâtiments, quels étaient les matériaux qui étaient dangereux. 80% des particules en suspension dans l'air, elles étaient dues à des produits du bâtiment. Des peintures, des polystyrènes, donc des gaz chlorés, des toluènes, de la fibre de machin, de la fibre de verre, etc. Et ils ont trouvé en moyenne 15 produits dangereux dans le sang des enfants. Donc il arrive un moment où il y a aussi ça à se questionner. Après, par rapport au fonctionnement d'une maison, imagine, tu ne payes plus d'eau parce que tu consommes ton propre eau. Tu ne payes plus d'assainissement parce que tu assainis ton eau toi-même, et en plus tu l'assainis mieux qu'une grande station d'épuration. En plus, il y a un autre élément, c'est qu'imagine, il y a 10 000 maisons qui vont dans une station d'épuration. La station d'épuration tombe en vrac. C'est 10 000 maisons qui sont en vrac. Si tu as 10 000 assainissements, je fais exprès il n'y a jamais 10 000 assainissements qui tombent en vrac. C'est impossible. Donc déjà, le système il est beaucoup plus vertueux. Après, il y a des moments où il se passe des choses presque magiques. Je suis venu voir Lucille parce que pour la première fois, il y a des gens qui sont venus la trouver en direct pour lui demander de faire un projet. Elle n'était pas sûre d'elle. Je lui ai dit, tu déconnes, je vais venir t'aider. Et il se trouve que le couple, le mari, il est banquier. Depuis hier, on a abordé le projet comme moi je le fais, malgré qu'il est banquier. Ben, je peux t'assurer que moi j'ai entendu des choses qu'il a dit. Il s'est rendu compte que sa maison, la rénovation, elle allait lui coûter beaucoup moins cher que ce qu'il avait prévu. Et en plus, pour avoir un système qui allait mieux fonctionner.
ce mec-là, il est banquier. Et ben moi je pense que ce mec-là, la prochaine fois qu'il a un mec qui arrive et qui dit je vais faire une maison écolo, il va savoir que ça va coûter moins cher. Donc lui, il prend moins de risques en tant que banquier. Peut-être que grâce à cette expérience-là, il va accorder des prêts alors qu'il n'est jamais les aurait accordés. Ben, c'est comme ça que ça change. Pour autant, la pire chose dans notre monde, la chose à supprimer en premier, c'est le capitalisme. Si le capitalisme perdure, je suis désolé, l'humanité est foutue. Et à une distance pas longue, c'est-à-dire 2-3 générations max. Moi je vous plains, vous êtes jeune, vous voulez peut-être avoir des enfants, mais dans quel monde vous allez les foutre quoi? C'est terrible. Moi je serais aujourd'hui avec votre âge, vu ce que je connais, franchement je ne ferais pas de gosse. J'en ferais pas. Sur mes 5 enfants, il y en a déjà 3 qu'on ne veut pas, en disant on ne veut pas qu'ils vivent dans ce monde de merde. Et pourtant, ils ne sont pas dans l'écologie, hein. Mais comme ils savent que ce que leur père fait, les informations que j'en ai, il y a un moment donné où... C'est pas la solution. Oui, c'est pas la solution, on est d'accord. Le fait est, c'est que si on changeait tout aujourd'hui, il faut 30 ans avant que ça commence à faire des effets positifs. Mais plus on repousse le moment où on va changer, plus on repousse les 30 ans. Hein. Il y a un moment donné, il va falloir s'y mettre. Donc quand je vous parlais de cette Aïchrim, moi j'espère que ça va arriver. J'espère que ça va faire un gros choc psycho sur la planète. Les gens vont dire, bon il y en a marre de tout ça, maintenant on va faire Tu dis ça parce qu'il te reste plus longtemps à vivre. Tu dis ça parce qu'il te reste plus longtemps à vivre. L'Aïchrim, on est en plein dedans. Aujourd'hui on a le Covid, il a fallu que les gens ils se rendent compte d'être enfermés chez eux pour se dire ouais, bah, c'est de la campagne, ouais, il faut se remettre au truc et tout. Attention, pour moi, on oublie vite. Le truc, on est en plein dedans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu ça. Mais comme tout, de toute façon, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Ça, c'est comme un stock qui est mal placé. Il faut qu'il y ait 2 morts pour se dire ah, bah là, on va mettre. Et après, sur les énergies, je suis entièrement d'accord. Mais il y a quand même. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et j'entends ton discours. Après, c'est extrême. Il y a un moment. Aujourd'hui, on est bien, on a nos maisons et tout, mais il y a un juste milieu à faire. On consomme, je suis d'accord, mais il y a des trucs, ça c'est comme pour les voitures avec l'électrique et tout ça. Aujourd'hui, quand on regarde nous ce qu'on consomme, parce que justement on commence à prendre conscience, ça fait 2 ans par rapport au Covid, entre le télétravail et tout ça, est-ce que c'est nous, tous les matins qu'on se lève pour faire marcher ce gros système qui polluent en plus, ou c'est tout ce que ça amène derrière et tout ce qui nous rabatte les oreilles tous les jours? Parce qu'aujourd'hui, les maisons en plein pied et tout, certes, c'est mal, mais il faut loger les personnes. Et c'est une histoire. En fait, c'est un problème emmène un autre. Et au niveau de la terre, ça sera la même chose. Parce que c'est la maison de terre. La maison de terre. Depuis 20 minutes Moi, je vais glisser. Mais la maison de terre, pour en terminer, c'est que moi, je suis convaincu que c'est très bien. C'est certain, mais que ça peut partir dans le même délire que la maison par contre. Mais c'est pas trop. super intéressant. Pour autant, si tu construis une maison en parc de terre,